Cet été, une image a traversé les réseaux sociaux russes et a été regardée par des millions de personnes. Pas une image de victoire, pas une parade militaire. Une locomotive à vapeur, celle qu'on croyait enterrée dans les musées soviétiques qui roulaient sur les voies russes, crachant sa fumée noire dans un ciel d'août. Les commentateurs occidentaux ont ri, les propagandistes russes ont parlé de nostalgie, de patrimoine ferroviaire, d'une fantaisie touristique, et la plupart des caméras sont passées à autre chose. Ce que presque personne n'a dit, c'est que cette locomotive à vapeur n'était pas une anecdote, c'était un aveu. Dans un pays où le prix du diesel vient de tripler en une seule semaine, passant de 60 roubles le litre à 150, voire 180 roubles, une locomotive qui brûle du charbon ne fait plus rire personne qui vit en Russie. Et ceux qui habitent à Moscou le savent mieux que les commentateurs de Londres ou de Paris. Relisez ce chiffre. De 60 à 180 roubles en une semaine, c'est le prix d'un litre de diesel dans un pays qui est l'un des plus grands producteurs de pétrole du monde. Mais derrière cette locomotive à vapeur, il y a une réalité que nous allons décortiquer aujourd'hui, couche par couche, une réalité faite de 300 000 wagons immobilisés sur les voies russes, de 200 trains annulés chaque jour, d'une dette de 52 milliards de dollars, d'un monopole ferroviaire qui est techniquement en train de s'effondrer et d'un front de guerre qui dépend de ces mêmes rails pour recevoir ses munitions. C'est pas une histoire de mauvaise gestion d'entreprise, c'est l'histoire d'une Russie qui a mis toute sa logistique civile et militaire sur un seul rail. Et ce rail est en train de craquer sous 3 poids simultanés que nous allons examiner. D'abord, l'effondrement financier du monopole ferroviaire russe et pourquoi le pivot vers la Chine s'est révélé mathématiquement impossible. Ensuite, la double pénurie qui s'est abattue cet été, plus assez de conducteurs de train, plus assez de diesel. Et enfin, la rupture matérielle, l'éroulement, les pièces et l'arme la plus simple et la moins chère de cette guerre, qui coûte moins qu'un obus et paralyse des centaines de kilomètres de voies ferrées. À la fin de cette analyse, vous comprendrez pourquoi un obus fabriqué dans les usines de l'Oral peut très bien ne jamais atteindre la ligne de front. Commençons par le commencement. Avant 2022, RZD, le monopole ferroviaire russe, propriété à 100% de l'État, n'était pas un fardeau sur le bilan du Kremlin. C'était une vache à lait. La Russie couvre 11 fuseaux horaires. Son réseau routier reste insuffisant dans des dizaines de régions. Dans cette géographie, le train n'est pas un mode de transport. Parmi d'autres, c'est l'unique porteur fiable des marchandises lourdes. Le grain qui remplit les rayons des supermarchés et le char qui roule vers le front voyagent sur les mêmes rails. Près de la moitié de tout le fret du pays, 87% si l'on exclut les pipelines, repose sur un seul monopole d'État. Cette dépendance est si profonde qu'elle est inscrite dans la doctrine militaire. L'armée russe est la seule au monde à maintenir une branche dédiée, les troupes ferroviaires, dont la seule mission est de faire fonctionner les trains de guerre. Avant 2022, RZD était le propriétaire d'un pont de transit entre l'Asie et l'Europe, un couloir logistique qui générait des revenus stables et finançait ses propres investissements, un modèle rentable. Puis Poutine a pris la décision d'envahir l'Ukraine et la géographie qui soutenait ce modèle a été effacée en quelques semaines. Les sanctions ont fermé les portes vers l'ouest, la Lituanie a restreint le transit vers Kaliningrad, les lignes qui portaient le commerce avec l'Europe se sont retrouvées sans clients. La prescription du Kremlin a été immédiate, le pivot vers l'est. La Chine remplacerait l'Europe perdue, un plan élégant sur le papier, mais les économistes ukrainiens ont posé les chiffres sur la table et la mathématique est sans appel. En 2021, RZD expédiait 236 millions de tonnes de fret vers ses ports de l'Ouest et du Sud. La capacité du polygone Est, le corridor vers la Chine, était de 144 millions de tonnes. Aujourd'hui, après des années d'investissement présentés comme la nouvelle route de la soie, elle atteint à peine 180 millions de tonnes. Le fret qui passait par les portes fermées ne peut physiquement pas tenir dans la porte ouverte. Il manque 56 millions de tonnes de capacité et les projets d'expansion restent gelés sous le poids de la crise financière que nous allons ausculter. Le compte de résultat de RZD lit comme un registre de cette impossibilité. Le bénéfice net de la société était de 1,48 milliard de dollars en 2023. En 2025, il s'est effondré à 24 millions de dollars. Un effondrement de 60 fois en 2 ans. Et dans le bilan des 7 premiers mois de l'année en cours, la société est tombée en perte nette pour la première fois. Qu'est-ce qui a absorbé les bénéfices? Essentiellement les intérêts. La Banque centrale russe a relevé ses taux pour combattre l'inflation et ces taux ont doublé le service annuel de la dette de RZD, le poussant à 6,24 milliards de dollars par an. Pour une société dont le bénéfice net était déjà en chute libre, c'est une saignée fatale. Forbes avait déjà listé RZD parmi les 3 entités les plus endettées de Russie en 2024. Depuis, le tableau n'a fait que s'assombrir.
La dette totale approche aujourd'hui 52 milliards de dollars. Et les volumes de fret, une série de baisses ininterrompues depuis 4 ans. Le chiffre global est au plus bas depuis 2003. Mais quand on l'examine ligne par ligne, cette série de baisses se transforme en radiographie d'une économie civile en contraction silencieuse. Selon des données relayées par les services de renseignement ukrainiens, le transport de grains a chuté de 26,6%, le ciment de 13,8%, les matériaux de construction de 13,1%. Et voici le paradoxe, alors que les wagons se vident, une part croissante de la charge restante et du charbon, la marchandise au tarif le plus bas, RZD transporte de plus en plus qui rapporte le moins. Les taux se resserrent de lui-même. À tout cela, ajoutez les choix de la direction, certains dignes d'un cas d'école. Selon une analyse de l'analyste Osint Crisso, en 2024, la société a consacré 1/8 de son budget d'investissement, non pas à l'achat de locomotives, mais à son nouveau siège social, une tour de 62 étages à Moscou. De l'argent prévu pour faire rouler des trains, dépensé pour faire briller un immeuble. La bouée de sauvetage demandée à l'État est arrivée à moitié gonflée. Face aux 200 milliards de roubles réclamés au Fonds national de richesse, le ministère des Finances n'en a alloué que 65 milliards. Et chaque hausse de tarifs déployée pour couvrir la facture devient une arme qui se retourne. Des tarifs records poussent les clients vers le réseau routier plus cher, mais au moins prévisible en termes de délai. Et chaque client qui fuit le gâteau qui rétrécit rend la prochaine hausse encore plus inévitable. Mais voici le recadrage que vous n'attendiez pas. En surface, cette crise ressemble à une mauvaise gestion d'entreprise, un monopole d'État mal géré, trop endetté, trop bureaucratique. Et c'est vrai. Mais l'analyse de Riddle, une publication spécialisée sur les affaires russes, pose un diagnostic plus profond qui ferme toutes les portes de sortie. Aucune des options disponibles ne s'attaque à l'effondrement de la demande. RZD transporte moins parce que l'économie russe produit et consomme moins. Les hausses de tarifs ne créeront pas de frais là où il n'y en a plus. Les subventions d'État n'ouvriront pas les corridors occidentaux fermés par les sanctions. Et le Fonds national de richesse, le dernier filet, devrait être à sec d'ici 2026 à 2027. Ce n'est pas une crise de gestion, c'est une crise structurelle et elle vient juste de rencontrer 2 nouvelles fractures. Car la crise financière n'est que le premier des 3 poids. Le deuxième est une double pénurie qui s'est abattue simultanément cet été. Une pénurie d'hommes et une pénurie de carburant. Sur le papier, RZD reste un colosse avec 851 000 employés. C'est le plus grand employeur de Russie, mais les sièges les plus critiques de ce colosse sont vides. Aujourd'hui, la société ne peut pas pourvoir 25 500 postes de conducteurs de train et 3 000 postes d'équipage de locomotives. Ce vide humain est la raison réelle derrière les 200 annulations quotidiennes de trains que vous avez entendues en début de vidéo. Et il s'explique par 2 forces que le Kremlin a lui-même déclenchées. La première force, c'est le front. Les vagues de mobilisation ont envoyé des milliers de cheminots en uniforme, des agents de voie aux équipes de maintenance. Des hommes formés à maintenir les rails en état de rouler se retrouvent à tenir des tranchées dans l'oblast de Donetsk. La deuxième force, c'est la guerre économique intérieure. L'industrie de défense a fait exploser ses salaires pour recruter en masse et accélérer la production d'armement. Face à un salaire moyen de 1 500 $ par mois chez RZD, les usines d'armement offrent le double ou le triple. Les conducteurs de train ne sont pas des idéologues, ils ont des familles à nourrir. Ils partent là où l'argent est. La réponse de RZD aggrave le problème au lieu de le résoudre. Congés obligatoires non payés pour le personnel des bureaux centraux. Suppression de 6 000 postes administratifs. Objectif d'économie de 950 millions de $ taillés dans le carburant et la maintenance. Et surtout, rappel de conducteurs à la retraite. C'est là qu'une scène mérite qu'on s'y arrête. Ces conducteurs retraités ont formé leurs mains sur des locomotives soviétiques analogiques des années 1980 et 1990, des machines à manette, à cadran, à sensation mécanique directe. Les locomotives modernes sont gérées par des interfaces numériques, des écrans, des systèmes informatiques. Selon les rapports de terrain, l'adaptation n'est pas simple. Ce ne sont pas des transferts de compétences. Ce sont des reconversions à contresens. Mais si la crise humaine est grave, la crise diesel l'a rattrapée cet été pour former une combinaison qui n'a pas de précédent dans l'histoire moderne de la Russie en temps de guerre. La campagne de frappes ukrainiennes sur les raffineries russes a réduit la production de diesel de 15 à 17%. À la mi-été, presque chaque grande raffinerie d'Europe russe avait été frappée au moins une fois ou avait dû mettre en œuvre des réductions de production. Des restrictions sur les ventes d'essence et de diesel ont été imposées dans au moins 55 des 83 sujets fédéraux russes.
Et c'est là que la crise a touché l'artère la plus invisible, la plus vitale et la plus fragile du réseau ferroviaire, les lignes de raccordement industriel. Imaginez ces lignes comme les veines capillaires du système. Elles connectent les usines, les mines, les carrières au réseau principal. Elles portent le premier kilomètre de plus de 80% du fret total du pays. Et leurs locomotives fonctionnent presque exclusivement au diesel. L'association industrielle Promotran a annoncé que le prix du diesel avait fait un bond de 60 roubles à 150 à 180 roubles le litre en l'espace d'une semaine. Elle a frappé à la porte du ministère de l'Énergie avec une demande extraordinaire que la priorité dans les livraisons de carburant soit désormais déterminée manuellement au bureau du ministère, au cas par cas. Et les mots qu'elle a utilisés n'étaient pas des termes économiques, c'était une alarme. C'est une question de survie pour l'industrie. Le verdict technique de Farid Koussainov de la Haute École d'économie de Russie coupe toute voie de fuite. Il est techniquement impossible pour les opérateurs de lignes de raccordement de basculer vers une autre source d'énergie, le diesel ou rien. Mais l'épreuve ultime n'est pas encore arrivée, elle arrive dans quelques semaines. Les régions du nord de la Russie dépendent de carburants de qualité arctique des formulations spéciales qui peuvent fonctionner à des températures où le diesel standard se gélifie et bloque les moteurs. Ces carburants spéciaux ne peuvent être produits que dans un nombre limité de raffineries équipées des modules de traitement nécessaires. Et même en temps de paix, les pénuries hivernales de carburant arctique avaient régulièrement envoyé les prix à des niveaux anormaux. Cette année, pour la première fois de l'histoire, la fenêtre estivale pendant laquelle les réserves hivernales sont censées être constituées a coïncidé avec une période où les raffineries étaient sous les bombes. Une locomotive en panne à moins 40 degrés n'est pas un retard, c'est un verrou qui paralyse toute la ligne derrière elle pendant des heures, parfois des jours. Et l'hiver diesel qui s'annonce pourrait bien être la première véritable crise saisonnière de cette guerre. Mais la pénurie financière et la pénurie humaine ne sont que deux des trois poids. Voici le troisième et peut être le plus décisif pour comprendre pourquoi le système se décompose de l'intérieur. Laissez-moi vous présenter la pièce la plus ennuyeuse et peut être la plus stratégique de toute cette guerre, le roulement à rouleau conique de type cartouche. Un cylindre de métal de précision logé à l'intérieur des essieux d'un wagon de fret moderne, celui que la Russie appelle son wagon innovant, capable de 25 tonnes par essieu. Ce wagon ne peut pas fonctionner avec les anciens roulements soviétiques. Il dépend entièrement de ce roulement précis. Et les trois grands fabricants mondiaux SKF en Suède, Timken et Amsted Rail aux États-Unis ont quitté la Russie quand la guerre a éclaté. Licences révoquées, lubrifiants spéciaux et joints coupés. Le choc a été immédiat. Au pic de la crise, 10 000 wagons ont été retirés du service faute de roulement disponible. Selon les calculs de la Compagnie nationale de transport, l'un des plus grands opérateurs du secteur, plus de 200 000 wagons ont été placés sur une liste de risques. Et la production de nouveaux wagons a chuté d'un 5e en un an. La réponse de Moscou a été de regarder vers l'Est. Des roulements chinois et ouzbeks ont été homologués. Des contrats de localisation complète ont été signés avec des fabricants domestiques. Mais la métallurgie de précision ne s'accélère pas par décret politique. Selon des analyses techniques, certaines des copies produites par Rétro-Ingénierie ont commencé à se désintégrer, une dégradation de surface progressive bien avant d'atteindre le quart des kilomètres que les originaux pouvaient endurer. Et quand un roulement surchauffe, les détecteurs de boîte chaude installés le long des voies immobilisent automatiquement le train. Pas de négociation, pas de contournement, le train s'arrête. Le front des locomotives n'est pas différent. Depuis fin 2023, les délais de réparation s'allongent parce que les huiles spécialisées, les roulements brevetés et les pièces électroniques ont été coupées. Les machines domestiques précipitamment mises sur les voies souffrent d'avaries en série. La publication Rail Freight a résumé ce tableau en une phrase. Au moins 93% du déclin de chargement de la Russie découle directement des pénuries de locomotives. Incapable de trouver des pièces, le système a eu recours à la cannibalisation des opérateurs, démonte des wagons en état de marche pour alimenter les autres. Des analyses basées sur des rapports filtrés estiment que 15 à 20% de la flotte stratégique est en train d'être démantelée de cette façon. Et à un système qui se ronge de l'intérieur, ajouter ceux qui le prennent pour cible de l'extérieur, avec une arme qui coûte moins qu'un obus d'artillerie. Cette arme n'est pas un missile, c'est une boîte métallique grise au bord des voies, une armoire relais, le cerveau électronique des aiguillages et des systèmes de signalisation. Quand elle brûle, la section de voie bascule automatiquement en mode sécurité. Les trains s'immobilisent, la circulation ne peut reprendre que manuellement à peine 10 km par heure. Un nœud ferroviaire bloqué pendant des heures, parfois des jours,
Selon un décompte compilé par Associated Press, plus de 145 actes de ce type ont été recensés en Russie et sur des lignes connectées. Selon une analyse de mars 2025 d'experts en guerre irrégulière, les actes épars du début de la guerre se sont transformés en une opération systématique coordonnée par le renseignement ukrainien, exécutée par des réseaux partisans et des citoyens russes anti-guerre. Un exemple signature a eu lieu fin mars. Le mouvement Atech a incendié une armoire relais à un carrefour du Lugansk occupé un nœud qui alimente les fronts de Kupiansk et de Liman. Leur déclaration était simple, l'équipement a brûlé complètement, il n'y aura pas de réparation rapide. Ce qui rend ces frappes si efficaces, c'est qu'on pourrait appeler la malédiction architecturale du réseau russe. Les sections à voie unique du BAM et du transsibérien, l'épine dorsale de tout le pivot est de Poutine n'ont aucune route alternative. Un seul point de blocage paralyse le flux dans les deux sens. Et voici le mécanisme que vous n'attendiez pas, la raison pour laquelle ces trois crises se multiplient au lieu de simplement s'additionner. La crise financière a réduit les investissements en maintenance et en matériel. La maintenance réduite a fragilisé le réseau face aux pannes et aux sabotages. Les pannes et sabotages ont allongé les délais et poussé les clients vers la route. Les clients perdus ont aggravé la crise financière et pendant ce temps, la mobilisation vide les rangs des conducteurs pendant que les frappes sur les raffineries vident les réservoirs. Chaque déficit alimente les deux autres. Ce n'est plus une addition. C'est une réaction en chaîne. Alors, comment cette réaction en chaîne se traduit-elle dans la vie d'un Russe ordinaire? Comment la fissure d'un monopole ferroviaire finit-elle sur la table du dîner? Le gouvernement a déclaré que les expéditions militaires bénéficieraient d'une priorité absolue sur tout autre frais. Et même si le frais militaire progresse dans les statistiques, les analyses sectorielles s'accordent, c'est une goutte dans l'océan comparé au volume civil perdu. Le frais commercial recule dans la file d'attente. Et quand la réponse à la question « quand mes marchandises arriveront-elles » ne vient pas, les clients fuient vers les routes. Les chiffres spécifiques ressemblent au rapport silencieux d'une nation industrielle en contraction. Le bois est en baisse de 18%, l'acier de 8%, les minerais et le charbon de 5%. Le volume total de chargement est à un niveau plancher qu'on n'avait pas vu depuis 2003. Mais l'impact le plus révélateur n'est pas dans les statistiques d'une bourse de marchandises. Il est dans l'annonce que le vice-premier ministre Novak a faite cet été. Novak a annoncé des cartes carburant prioritaires pour les camions livrant les grandes chaînes de supermarchés russes. Un camion de supermarché dans la liste de priorités d'une économie de guerre. Il n'y a pas d'aveu plus officiel de l'ampleur de la crise. Comme le rappelle la revue RF, c'est exactement le modèle de rationnement que les administrations soviétiques utilisaient lors des pénuries alimentaires. L'inflation alimentaire officielle affiche 3%. La Russie ne connaît pas de pénurie nationale. Mais les analystes énergétiques ont un principe. Les systèmes alimentaires sont des systèmes énergétiques déguisés. Le diesel transporte le grain, les camions transportent les pommes de terre, le froid transporte les produits laitiers. Quand la distribution de carburant s'effondre régionalement, les rayons se vidant, même si les stocks nationaux sont suffisants, les limites d'achat en Crimée en sont la preuve. Mais la géographie russe n'est pas égalitaire dans cette crise. Plus on s'éloigne du centre, plus le coût est brutal. Les convois de carburant vers Vladivostok font face à des délais pouvant atteindre 2 semaines à cause des goulets d'étranglement du réseau RZD. À Zabaïkalsk, l'essence est vendue sur coupon depuis des mois. Et l'alarme la plus grave sonne du Grand Nord. Des millions de résidents des régions arctiques survivent grâce au Severny Zavos, la livraison annuelle de carburant et de nourriture dans des localités sans route ni voie ferrée avant que les eaux ne gèlent. Cette année, ce calendrier a déraillé. L'administration d'Arkhangelsk ne peut pas garantir les 21 000 tonnes de charbon et 12 000 tonnes de diesel nécessaires. Nous sommes au bord de l'état d'urgence. Si le carburant n'arrive pas avant que la mer gèle, les chaudières s'arrêteront. La crise gérée par des coupons en été peut se muer en quelque chose d'entièrement différent quand le thermomètre descend à moins 40. Et la Crimée, endurée de sa crise logistique la plus grave depuis l'annexion, a été placée en état d'urgence en juin. Les ventes de carburant aux civils ont été suspendues pendant qu'en Ukraine ciblaient simultanément ces 3 couloirs d'approvisionnement, le pont de Kerch, les routes maritimes et les autoroutes. Le trafic de cargo militaire s'est effondré de 60 et 11% en 2 semaines. Voilà la chaîne dans toute sa longueur. Une munition est fabriquée dans les usines de l'Oural. Elle est chargée sur un wagon. Le wagon attend une locomotive dont les pièces sont coincées quelque part dans la chaîne d'approvisionnement. La ligne est bloquée par une armoire relais incendiée. Le conducteur qui devait conduire ce train est parti travailler dans une usine d'armement pour 3 fois son ancien salaire. Cet obus, techniquement assemblé et prêt à l'emploi, a pour le soldat sur la ligne de front une valeur stratégique de 0. Un obus qui ne bouge pas, n'existe pas. La Russie a-t-elle déjà vécu ce film ?
En 1917, Moscou avait besoin de 120 wagons de grains par jour pour se nourrir, un sixième seulement arrivé. Le pain a été rationné, les rues se sont enflammées. La littérature académique s'accorde, le chaos ferroviaire a joué un rôle majeur dans le déclenchement de la révolution de février. Le trône des Romanov, vieux de 3 siècles, a en un sens basculé sur un aiguillage coincé. Dans les années 1990, le système a traversé la crise la plus profonde de son temps de paix. Investissements gelés, salaires impayés des mois durant, ville carrefour ferroviaire transformée en ville fantôme. Ce qui rend la situation actuelle particulièrement froide à observer, c'est qu'elle porte les empreintes des 3 actes simultanément. Le fardeau de la guerre, la famine de pièces et d'investissements et l'effondrement financier. Les 3 réunis en un. Et voici la différence fondamentale avec 1991 que personne ne peut ignorer. En 1991, la paix était devant. Aujourd'hui, chaque ressource sur les rails est en compétition directe avec la guerre. Chaque rouble redirigé vers les voies est soustrait du front. Si Poutine protège le front, les rails continuent de se dégrader. Rappelons-nous cette locomotive à vapeur que vous avez vue au début de cette vidéo. Je vous avais dit qu'elle n'était pas un signe de nostalgie, elle est quelque chose de plus précis. La Russie de 2025 porte simultanément le poids de 1917, des années 1990 et d'une guerre totale. 3 actes dans un seul script. Et l'insight que cette convergence révèle tient en une phrase: on peut gagner chaque bataille tactique et perdre l'arithmétique logistique. En Russie, l'arithmétique logistique, c'est le train. Il faut ici le dire clairement, l'État russe garde une capacité répressive intacte. Les revenus énergétiques, même réduits, continuent de financer l'effort de guerre. La masse humaine sur le front reste considérable. Et le Kremlin, propriétaire à 100% de RZD, peut injecter des fonds d'urgence pour éviter un effondrement brutal. Ce que nous décrivons, c'est pas un État qui s'effondre demain. C'est une pression structurelle qui s'accumule dans un système qui n'a plus de soupape de sécurité disponible. Mais qu'est-ce que tout cela signifie concrètement pour nous en France et au Canada ? La connexion la plus directe passe par une arme que vous connaissez peu, être l'obusier César. Ces canons automoteurs français livrés à l'Ukraine font partie des systèmes qui ont permis les frappes de précision sur l'infrastructure russe, y compris indirectement les raffineries dont la destruction a déclenché la crise diesel que nous venons d'examiner. De même, les missiles Storm Shadow et Scalp, développés en coopération franco-britannique et fournis à Kiev, ont frappé des cibles logistiques en profondeur. La France n'est pas un spectateur de cette crise ferroviaire. Elle est, par ses livraisons d'armement, une actrice de la chaîne de causalité qui l'a produite. Pour le Canada, le lien passe par les céréales. La chute de 6% du transport de grains russes par rail envoie des ondes dans les marchés mondiaux des céréales. Le Canada est l'un des 5 plus grands exportateurs de blé du monde. Quand la logistique russe se grippe et que l'incertitude d'approvisionnement monte, les prix mondiaux bougent et les producteurs agricoles canadiens, comme les acheteurs dans les pays importateurs, le ressentent dans leurs marges et leur budget. Il y a aussi un précédent stratégique que les états-majors français et canadiens étudiaient de près. Si un adversaire peut paralyser une armée en ciblant ses raffineries et ses nœuds ferroviaires plutôt que ses seuls dépôts de munitions, quelles sont les implications pour nos propres doctrines ? Pour les troupes françaises déployées sur le flanc est de l'OTAN en Roumanie, cette question n'est pas théorique. Enfin, il y a ce qui se joue en silence dans l'Arctique. Des millions de Russes ordinaires, des familles dans des villages sans route, risquent de passer un hiver sans chauffage parce que les convois de carburant n'arrivent pas. C'est une crise humanitaire en gestation dans des régions que le monde ne regardera jamais. Mais ses conséquences économiques, sociales et politiques finiront toujours par traverser les frontières. Le Kremlin n'est pas aveugle, il connaît cette réalité mieux que quiconque. RZD est une propriété d'État à 100%. L'intention de le sauver à tout prix est inscrite dans les documents officiels. Mais les évaluations internes du gouvernement, celles qui circulent dans les mêmes dossiers, confessent la malédiction de leur propre boîte à outils. Chaque levier disponible a des effets pervers. La hausse des tarifs est le levier le plus facile à actionner, mais chaque hausse écrase l'industrie du charbon et pousse les clients vers les routes, recréant exactement le déficit qu'elle était censée combler. L'austérité est en place, mais augmenter les salaires d'0,1% face à 10% d'inflation amplifie la fuite des conducteurs au lieu de la résoudre. Le plan d'échange de dettes contre des actions a été enterré par les créanciers eux-mêmes.
qui ont refusé le swap de 400 milliards de roubles. Ce qui reste, c'est la vente d'actifs. Page la plus ironique de cette histoire. Le gouvernement a ordonné la vente de cette tour de 62 étages achetée avec de l'argent prévu pour des locomotives. Avec la gare historique de Rishki et des parts dans une filiale de Fred, la recette totale attendue est de 2,4 milliards de dollars, à peine un tiers de la facture annuelle d'intérêt. Le plan de subvention massive de 1 300 milliards de roubles est bloqué sur la table depuis des mois. Et le verdict de Riedel trône au-dessus de cette boîte à outils comme une pierre tombale. Aucun de ces leviers ne s'attaque à l'effondrement de la demande. Le résultat est un paradoxe qui n'a pas de solution élégante. RZD est trop grand pour tomber et trop cher à sauver. Tout ce que Poutine redirige vers les rails sera soustrait du front. S'il protège le front, les rails continueront de se dégrader. Si il protège les rails, il diminue sa capacité militaire. Cette locomotive à vapeur que vous avez vue en début de vidéo roule encore, quelque part en Russie. Elle n'annonce pas l'effondrement immédiat d'un régime. Elle indique quelque chose de plus subtil et de plus durable. Un compte à rebours qui tourne sous deux montagnes à la fois, celle du front qui consomme tout et celle de l'arrière qui cède peu à peu. En 1917, les voix se sont tues avant le régime, pas l'inverse. Est-ce que l'effondrement ferroviaire va forcer Poutine à négocier ou va-t-il continuer à sacrifier ses civils pour tenir le front ?